Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Écrire est avant tout une passion, mais également écriture est tout un assemblage de formation, de lecture et surtout d'expérience. C'est sans doute ce qui a motivé Madame Tabaragnon d'avoir écrit cet ouvrage « Calèche d'une demoiselle », un roman. Madame Nyon, ou Madame Si plutôt, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie, c'est top. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Et dans quel contexte avez-vous écrit cet ouvrage? Ouais. En fait, merci. Donc, moi, j'écris, cet an dernier, je taquinais des amis Facebook en leur disant que j'écris depuis le berceau. Parce que depuis le berceau, je lis les âmes, je lis les esprits et je lis les pensées. C'est trop dire, j'ai extrapolé bien sûr, mais j'ai toujours aimé écrire depuis l'école primaire. Parce qu'effectivement, comme j'ai quelques lacunes côté langage, parce que j'ai longtemps bégayé et j'ai essayé aussi, à l'école primaire, j'ai été charriée pendant plusieurs années par des camarades. Et à un moment donné, je me suis réfugiée dans le silence. Et ce silence m'a permis de découvrir le monde, de lire le monde. Et à la fin, j'ai commencé à écrire et je me suis plus dans ça parce que à travers ma lecture du monde, donc je voulais partager avec les uns et avec les autres mes réflexions sur tout ce qui m'entourait. Et c'est comme ça que c'est parti. Depuis l'école primaire, j'écris. C'est vrai que j'écrivais pour moi-même, donc je tenais des journaux intimes. Donc à un moment donné, j'ai voulu vraiment partager mes réflexions sur le monde donc, avec mes lecteurs. Donc d'où l'apparition de cet ouvrage. Vous m'avez dit tantôt hors antenne que cet ouvrage, en tout cas une grande partie a été écrite lors du confinement. Quel était votre sentiment? Qu'est-ce qui vous avait motivé à écrire à ces moments-là de confinement? Oui, c'est vrai que j'ai entamé la rédaction de ce livre il y a peut-être 2 ans de cela. Mais entre-temps, avec mes activités professionnelles, avec mes charges sociales, familiales, parce que je suis épouse et je suis mère aussi de 2 magnifiques enfants. Donc, je n'avais pas vraiment le temps d'écrire. Donc, mais l'année passée, avec la pandémie, donc, on a été confinés, entre guillemets, pendant 4 à 5 mois comme ça. Donc, et j'en ai profité véritablement pour continuer l'écriture. Pour sortir d'abord le manuscrit de mes tiroirs et le reprendre. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc à un moment donné, donc, il me fallait peut-être partager le manuscrit avec des camarades, avec des amis qui l'ont bien apprécié. Donc, et je me suis dit pourquoi pas ne pas l'éditer. Vous êtes Saint-Louisienne d'origine? C'est ma mère et ma grand-mère qui sont Saint-Louisiennes. C'est vrai que moi, je suis née à Dakar, mais j'ai grandi à Saint-Louis auprès de ma grand-mère. Que signifie la calèche dans cet ouvrage-là? Parce que ce n'est pas pour rien que je vous demande si vous êtes Saint-Louisienne d'origine, parce que souvent, à Saint-Louis, la calèche, il y a un symbole. Qu'est-ce que cela symbolise, selon vous, dans cet ouvrage? C'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est ce que je disais la dernière fois et tout, que la calèche, c'est une image qui a bercé mon enfance déjà. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai grandi aux côtés de ma grand-mère maternelle, Mariam Si, à qui je rends hommage aussi donc, à travers le roman. Et à chaque fois qu'elle revenait du marché de Sort, donc elle était assise là sur sa calèche, donc avec toutes les pareilles d'une grande Saint-Louisienne, d'une grande Peul. Et ce tableau de calèche, ce tableau de ma grand-mère, bien habillée, les mains teintes au henné, ce sont des tableaux, ce sont des images qui ont vraiment bercé mon enfant, qui m'ont véritablement marqué. Et quand il s'agit pour moi de choisir un titre, je n'ai même pas réfléchi à 2 reprises. Il fallait que ça soit calèche. C'est après que Demoiselle est venue, mais il fallait que je rende hommage à cette grand-mère, il fallait que mes origines saint-louisiennes aussi ressortent à travers le titre. On sent nettement au cours de la lecture de cet ouvrage une certaine partie de votre appartenance, ou bien en tout cas
de ce que vous avez vécu. On y sent quand vous, par exemple, vous rendez hommage à votre grand-mère, telle que vous l'avez décrite tantôt et telle qu'on le voit dans l'ouvrage. C'est la même description, peut-être même c'est le profil de votre grand-mère que vous avez repris in extenso dans l'ouvrage. Est-ce que vous puisez de votre vie des personnages que vous avez connus, que vous avez essayé de transformer en personnage principal dans votre ouvrage? Oui, oui, oui. En fait, plusieurs personnes me demandent si le roman est autobiographique. Et je leur dis que de toute façon, je ne peux pas écrire un premier roman sans pour autant ne pas parler de moi. Le roman parle... Peut-être pas, oui, pas directement, bien sûr. Ce sont mes expériences de vie donc, que j'ai peut-être relatées, mais d'une manière un peu détournée. Bien entendu, il y a aussi des personnages, des personnes autour de moi, donc dans ma famille, qui m'ont inspirée. Donc, mais effectivement, je ne donne pas les noms directement, je ne relate pas les histoires in extenso, mais bon, je fais de mon mieux pour mettre un peu de fiction là-dedans, donc pour un peu parfaire l'histoire et la rendre un peu plus riche, un peu plus accrocheuse. Donc, c'est ça. Exactement. Alors, le personnage principal, Debossi. Oui. Comment avez-vous réussi à polir un tel personnage? Ou bien, il est parti de vous-même? C'est une très bonne question. En fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ma grand-mère, elle est Peul. Moi, je suis Peul, oui, de par ma grand-mère, mais je ne comprends pas la langue, bien sûr. Mais je sais avec elle que Debo, ça signifie, c'est un prénom qui est très utilisé donc, dans la culture alpulaar, mais au-delà de ça aussi, ça signifie femme. Debossi, c'est le personnage principal, bien entendu, mais au-delà de Debossi, il faut aussi savoir que je parle de toutes les femmes, de toutes les Debo, de moi, donc nécessairement, bien sûr, et tout, donc de ma grand-mère, de ma mère, de mes sœurs, donc de mes collègues femmes qui sont autour de moi et qui sont confrontées à un certain nombre de problématiques au niveau des organisations. Okay. Donc, je parle de Debossi, je parle de moi, je parle des femmes, de toutes les Debo. Ce livre, est-ce qu'il est un plaidoyer pour le respect des droits des femmes, pour le respect des compétences des femmes? Est-ce un plaidoyer pour l'idéologie féministe? En fait, moi, je n'aime pas trop utiliser le mot féministe parce que j'ai l'impression que c'est trop galvaudé au Sénégal surtout. À un moment donné, je me suis dit que non, il fallait peut-être parler plutôt de problèmes féminins, donc de problématiques féminines. Bien entendu, donc c'est un plaidoyer bien sûr qui est fait. Parce qu'effectivement, moi je suis professionnelle depuis une dizaine d'années, donc je suis dans l'encadrement administratif et je me rends compte que effectivement les femmes sont confrontées à un certain nombre de problématiques au niveau des organisations. Donc il y a le sexisme qui est là, donc auquel elles sont confrontées. Il y a des violences qui sont psychologiques, qui sont physiques des fois, oui, mais des fois aussi sexuelles. Donc auxquelles elles sont confrontées. Et ce sont des violences qu'il faut dénoncer. Et j'ai voulu à travers ce livre aussi en parler de manière très crue. Oui. Très crue, parce que le style, on en reparlera tout à l'heure. Mais à travers la personne de Debo, on sent, en dépit de toute la formation qu'elle a reçue, toute la compétence qu'elle avait, mais elle faisait face au machisme des hommes, d'une part, et d'autre part également à cette politique politicienne qui voudrait que soit on se range, soit on n'est pas promu. Était-ce également là une façon de dénoncer ce qui se passe sous nos cieux? Oui, en fait, ce sont des réalités, mais de toute façon, il faut savoir que l'entreprise, comme on dit, donc c'est une jungle, donc les coups se donnent partout, donc et ce sont les plus forts qui y règnent. Il faut vraiment avoir une carapace dure pour pouvoir évoluer dans une entreprise et faire une carrière.
Et effectivement, d'abord, elle a été confrontée à un certain nombre de problèmes, au machisme des hommes et à l'absence aussi des femmes cadres, parce qu'on se rend compte qu'à un niveau de décision, à un niveau de décision supérieure, les femmes sont quasiment absentes. Et elle-même, elle le dit qu'il faudrait peut-être que les femmes prennent les pouvoirs de décision pour qu'au moins elles puissent imposer leurs règles et leurs sœurs aux hommes. Parce que c'est là où le bas blesse. On cherche tous et toutes bien sûr, donc à briser le plafond de verre, mais on n'a pas de soutien. Généralement, on n'a pas de soutien féminin surtout. Parce que les hommes, on le sait, il y en a qui sont très bien. Effectivement, et d'abord, son parcours nous le montre, parce qu'elle a été appuyée dans sa trajectoire, donc par le directeur Sané déjà, donc par qui encore Seyni Diop, donc au-delà de ces deux personnes aussi, il y a l'image de son père, il y a l'attitude de son père qui l'a toujours poussé à aller vers l'avant. Donc il y a des hommes qui sont autour d'elle et qui la poussent à être beaucoup plus forte qu'elle l'est. Mais à côté, on sait tous et toutes qu'il y a des hommes qui sont là et qui profitent aussi de la faiblesse du sexe faible, disons, entre guillemets, donc pour pouvoir arriver à leur fin, des fins qui ne sont pas toujours morales. Il y a une certaine virulence. Vous pensez? Une certaine virulence de celle-ci, de Debo par exemple, tout au début, avec les taximans, par-ci, par-là, ces échanges-là. Était-ce également une façon de rendre un coup aux hommes par leur façon d'être ou bien par leur comportement vis-à-vis des femmes? Non, mais ça, c'est une histoire vraie. Exactement. Ça, c'est moi qui l'ai vécu. Donc, c'est vrai qu'avant d'avoir une voiture, je prenais souvent les cars rapides, les Ndiaganyai, les taxis, et j'en ai bavé. J'en ai vraiment bavé. Et ce jour, c'est une histoire que j'ai vécue personnellement avec un taximan, bien entendu, qui a été très grossier pendant tout le trajet. Donc, quand j'ai essayé de le conscientiser un peu, il s'est mis à me dire que non, c'est mon bureau. C'est ce qu'il m'a dit carrément. Exactement. Que vous avez un bureau, madame. Je lui dis oui. Il me dit, donc moi, ici, c'est mon bureau. Et vous l'avez pensionné dans la Oui, c'est ça. Je l'ai dit tel quel. Parce qu'effectivement, il s'est comporté d'une manière très brute. Et ça m'a vraiment révulsée. Donc, raison pour laquelle j'ai voulu commencer le livre par ça. Et c'est une histoire, après, ce n'est pas une manière de... À travers Tata Néné, si je ne me trompe, qui est la coépouse de la mère de Debo, on y sent une certaine condamnation, un certain rejet d'une certaine façon de faire, d'une certaine catégorie de personnes dans nos sociétés, notamment les marabouts et les pères de famille qui souvent sont en complicité avec eux. Est-ce que ça se voit toujours au Sénégal selon vous? C'est une réalité? Oui. En fait, c'est une réalité. Tout à l'heure, je vous disais que je me suis inspirée de certaines histoires qui ont été vécues par des personnes qui me sont proches. Et cette histoire est une histoire vraie. Donc, elle ne m'est pas très proche et tout. C'est une serveuse d'un restaurant de la place avec qui j'ai pu échanger donc, après un repas. Et elle était très belle et tout, et je l'ai taquinée en lui disant, donc, qu'est-ce que vous attendez pour avoir un mari? J'ai l'impression que tous les hommes autour de vous, donc, dans le restaurant, ils sont aux aguets. Elle me dit, en fait, moi, mon problème, c'est il est entier. Je suis mariée à un marabout et c'est là que c'est vraiment confié à moi. Donc, entre femmes, on a parlé, on a discuté. Effectivement, elle m'a expliqué son histoire à elle. Et c'est l'histoire, son histoire que j'ai transposée. Donc, avec l'histoire dans le roman et avec l'histoire de Tata Néné, bien sûr. Donc, j'ai voulu y aller avec beaucoup de subtilité. Exact. Parce qu'effectivement, donc, les questions religieuses doivent être traitées de manière très subtile parce qu'elles sont très sensibles. Très sensibles, oui. Mais ce sont des choses qui existent. Moi, je ne savais pas que ce genre d'histoire était toujours vécu par des personnes de notre génération. Mais effectivement, c'est le cas. Et elle l'a vécu. Et c'est vrai qu'on s'est perdu de vue entre-temps, mais son époux marabout a toujours refusé de lui accorder le divorce parce qu'effectivement c'est elle qui a choisi de quitter le domicile conjugal et de revenir dans sa famille paternelle. Mais le problème c'est qu'elle a été rejetée et elle était obligée de faire de petits boulots pour s'en sortir. C'est comme ça qu'elle a atterri comme serveuse dans ce restaurant.
Et ce sont des choses qui existent. Il faut qu'on les dénonce, oui, de manière très subtile, oui, mais il faut qu'on les dénonce. Exactement. Alors, lorsque l'on revient également à la vie de Debo, en prenant prétexte de sa vie pour parler de la situation des femmes dans nos sociétés, aujourd'hui, quel est le rôle de la femme dans nos sociétés, aussi bien dans le domaine de l'éducation que dans le milieu professionnel? Quel rôle, en tout cas, la société même leur assigne pour qu'elles puissent s'épanouir comme il le faudrait, selon vous? C'est une équation à mille inconnus. Hein? Une équation à mille inconnus, parce que on a beau dire, on a beau parler, philosopher, retourner le sujet dans tous les sens, mais on se rend compte qu'on est au XXIe siècle, mais la femme sénégalaise, c'est vrai qu'il y a des améliorations. Bon, je ne sais pas, on ne peut pas parler d'amélioration de la condition. Il y a des évolutions. Il y a des évolutions, il y a des améliorations. Il y a des acquis dans certains domaines. C'est ça, de la condition féminine, donc, qui sont notés. Mais un fait est là. Donc la femme est toujours reléguée au second plan. Donc elle est d'abord femme, elle est d'abord mère, elle est d'abord épouse avant d'être professionnelle. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'une femme, même intellectuelle, elle doit savoir gérer son homme, elle doit savoir gérer ses enfants, gérer son foyer comme il le faut. Sinon, elle n'est pas une bonne femme. Et c'est ça où le bas blesse. Parce que, et je le dis dans le roman, le problème de Debo, c'était ça avec son supposé fiancé. Parce qu'effectivement, elle, c'est une intellectuelle au vrai sens du terme. Elle est au XXIe siècle, mais son copain, donc son fiancé, est toujours au Moyen-Âge apparemment. Exact. Parce qu'il veut d'une femme qui soit là à ses côtés, qui puisse gérer son foyer, qui puisse gérer la belle famille, qui puisse faire des enfants, donc s'en occuper, etc. Ce sont des charges lourdes et les femmes professionnelles ont ces préoccupations. Moi qui vous parle, je suis professionnelle, je suis mère, épouse et tout, mais ce sont des problèmes que je vis effectivement dans mon quotidien, parce que ce n'est pas évident du tout de concilier toutes ces facettes et de jouer ces rôles de manière efficiente. Parce que ce n'est pas évident du tout. Vous avez reçu beaucoup d'appréciations, sans doute, en parlant du style du livre. Moi, lorsque je l'ai lu, je le disais tantôt, je pense à deux auteurs. L'auteur de Ramata, Abbas John, qui écrit vraiment bien, et également Elgas. Quand on parle Elgas également, c'est le style, mais également avec une certaine, je ne l'appellerai pas peut-être en Wolof je te disais tchaï écriture, c'est-à-dire cette façon d'être cru, de dire les choses telles quelles et avec une certaine ironie dans la façon de le dire. Qu'est-ce qui a façonné votre style d'écriture? C'est vrai que j'ai beaucoup lu dans mon enfance et j'aime bien lire. Hein. Donc moi, je suis une lectrice sélective. Je ne lis pas tout et n'importe quoi. Donc je ne suis pas une lectrice peut-être passionnée, mais je suis une lectrice sélective. Je préfère lire 10 bons romans que d'en lire une centaine l'année, alors que les 90 ne sont pas bons. Donc Elgas, je l'ai lu, Abbas Nyon aussi pareil, donc Fatou Diom, j'ai aussi lu des écrivains anglophones, surtout Chimamanda, que j'aime bien, et je me suis rendu compte, que, surtout avec Fatou Diom et Chimamanda, qu'effectivement, ils étaient très libres dans leur façon d'écrire. Et leur style aussi peut choquer, oui, mais capte le lecteur. On a beau dire, beau faire, mais on est vraiment charmé par le style d'écriture. Et peut-être inconsciemment ou bien consciemment, j'ai été plus ou moins influencée. Et aussi, autre chose, ceux-là qui me connaissent et qui me fréquentent au quotidien savent que moi, je suis une personne très libre. Donc, qui dit les choses telles quelles, je ne suis pas hypocrite du tout. Donc, vraiment, j'ai tous les défauts du monde, mais je ne le suis pas. Donc, je suis très naturelle dans ma façon de parler. Donc, je dis les choses telles quelles. Et dans ma façon d'écriture aussi, je n'ai pas voulu être très classe. Parce que je suis tabara, je suis comme ça et tout. Quand il faut appeler le chat, j'appelle le chat.
par son nom. Donc, je n'ai pas besoin de faux fuyants pour exprimer mes idées. Exact. Et c'était ça qu'il fallait faire. Ça plaît, ça déplaît, mais bon, la majeure partie des lecteurs l'ont apprécié et vraiment ça me ravit. Lorsque l'on lit également le livre, je le disais, on y sent cette liberté. Est-ce que l'écriture est un moment de liberté, une façon également de sortir tout ce que l'on a en soi, d'enfreindre toutes les pesanteurs que nos sociétés nous font vivre, nous font subir? Oui, est-ce que c'est ça, l'écriture, le moment d'écriture, c'est ce moment? C'est ça, bien entendu. Il y a quelques jours de cela, je suivais une interview de Fatou Diom où elle disait que quand elle écrit, elle se sent tellement libre que quand elle propose le manuscrit à un éditeur, elle refuse carrément qu'on change une virgule, qu'on déplace une virgule, parce que c'est le seul endroit où elle se sent véritablement libre. Et effectivement, c'est ça. Je me suis vue dans ces mots parce que qu'on le dise ou pas, c'est ça. L'écriture vraiment nous rend libres. Nous rend libres parce que dans la vie de tous les jours, donc dans la société, il y a des il y a des cloisons. Donc il y a des choses qu'il faut dire, qu'il ne faut pas dire dans les entreprises pareilles. Exact. Donc il y a des, comment on appelle ça, il y a des règles à respecter. Mais bon, quand on écrit, on se sent vraiment libre donc de dire ce que l'on pense, sans pour autant avoir peut-être une mère qui est là à dire non, ça, faut pas le dire, c'est pas bon, parce que, etc. Dieu va voir ça d'une autre manière. Non, là, on est vraiment libre et tout. Et vraiment, j'ai apprécié. C'est le seul moment où j'ai été vraiment libre. Et je regrette même le temps où je suis restée vraiment sans écrire. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis restée pratiquement 2 ans sans écrire parce que, à cause de toutes mes charges professionnelles et sociales. Et je l'ai regretté parce que vraiment, ça te donne beaucoup de liberté. Tu es vraiment bien. C'est comme une thérapie. Hein. Et il y a quelqu'un qui disait que ça nous économise, je sais pas, des heures de discussion avec les psychologues. Et effectivement, c'est vrai. Au-delà d'être une passion, un plaisir et tout, ça nous permet aussi de nous regarder dans le miroir et de développer des idées, de trouver des solutions à des réflexions qui ont été entamées peut-être des années plus tôt, etc., etc. Mon technicien me signale que c'est la fin de l'émission. C'est toujours un plaisir. Madame Niang, je rappelle juste que j'ai été étudiant devant vous lorsque vous étiez dans l'organisation du CESTI, lorsque j'étais en formation au CESTI. C'est toujours un plaisir de se retrouver ici pour discuter des livres. Vraiment, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie et je suis très fière de vous. Donc, parce qu'effectivement, vous avez été un très brillant étudiant et ça ne me surprend pas de vous voir là. Merci beaucoup, Madame Si. Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, c'est un livre écrit par Tabara Niang, Kalash d'une demoiselle. Vous pouvez l'avoir aux éditions L'Harmattan Sénégal. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine.